Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition, dont voici le sommaire. Plus de 800 délégués venus de 300 pays sont attendus à Kigali en octobre prochain pour la 7e édition du Forum et de l'exposition solaire aux réseaux mondiaux. Le Rwanda intensifie la campagne de modernisation de l'habitat en installant la population des zones à risque dans des habitations décentes. Hors du pays, la Somalie et les États-Unis luttent ensemble contre le terrorisme en Somalie et dans la Corne de l'Afrique. Le développement de ce journal à présent avec à la présentation Jean-Damascène Manishimni. Le Rwanda se prépare à accueillir la 7e édition du Forum et de l'exposition solaire aux réseaux mondiaux en octobre prochain, qui réunira 800 participants en provenance de 35 pays. Ce forum a pour objectif de créer sur un cadre de discussion sur la manière avec laquelle les ménages à faible revenu peuvent accéder à l'énergie au réseau, comme nous le dit en détail Patrick Nilidani. Une association mondiale pour l'industrie de l'énergie solaire au réseau, avec différents propriétaires d'entreprises qui fabriquent des matériaux solaires dont certaines seront exposées lors de ce forum qui rassemble 800 personnes venues du monde entier au Rwanda. Patrick Tonui, responsable de la politique et de la stratégie régionale chez Google, a noté que le Rwanda a fait de progrès remarquables dans plusieurs domaines et que cela encourage son organisation à accompagner le Rwanda et à y investir. Ce que nous attendons de cette réunion internationale, c'est que le ministère montre les statuts du Rwanda et ce qu'il a fait pour que ces investisseurs comprennent les opportunités disponibles au Rwanda, comment ils peuvent y investir, les règles et règlements, et que ces investisseurs soient en mesure de prendre une décision. Nous savons qu'il existe des grands investisseurs à travers le monde qui cherchent des marchés où ils peuvent facilement investir leur argent. Je pense qu'ils se posent tant de questions du genre. S'ils connaissent bien le Rwanda, les opportunités qu'on peut y trouver, ce qu'il convient d'y faire. En ce moment-là, ils pourront s'entretenir avec les différentes institutions du pays et sauront quoi faire. Depuis 2012, la Banque mondiale a investi plus de 300 millions de dollars américains dans un programme d'électrification du Rwanda, comme l'explique le spécialiste principal de l'énergie à la Banque mondiale, Nora Kipola. Lorsque nous avons commencé à travailler avec le gouvernement du Rwanda il y a 10 ans, le pourcentage de ceux qui avaient l'électricité était de 6%. Mais maintenant, cela atteint les 73%. C'est une très grande vitesse. De telle manière que parmi les 20 pays dans lesquels l'électricité n'a pas encore atteint toute la population, le Rwanda est le premier à atteindre de bons résultats. Si nous examinons le coût de l'installation de l'électricité dans un foyer, en utilisant les réseaux à large bande, nous avons commencé à 1 350 dollars américains il y a 10 ans, mais maintenant le coût se situe entre 300 et 500 dollars. Cela a beaucoup diminué grâce à la participation de nombreux partenaires et à l'introduction de nouvelles façons simples d'éclairer les maisons. Nous travaillons maintenant avec le gouvernement pour voir comment ce coût peut être encore réduit et devenir plus accessible, y compris en utilisant des énergies renouvelables. Plus d'1 million de foyers ont déjà été électrifiés et l'objectif du pays est d'augmenter le taux d'électrification de 276 MW, mais qui se situe actuellement à 556 MW. 73% des ménages ont été électrifiés à ce jour, 22% d'entre eux ont l'énergie solaire. La directrice générale en charge de l'énergie au ministère des Infrastructures, Annick Mohammed, souligne que le pays a besoin d'augmenter le nombre d'investisseurs provenant du secteur privé dans cette industrie pour aider le pays à atteindre ses objectifs dans ce domaine.
Les experts dans la médecine préviennent contre la prise des médicaments sans prescription médicale qui peut occasionner diverses pathologies. Cela intervient au moment où certaines personnes ont déjà adopté l'attitude de se procurer des médicaments sans ordonnance médicale. Olive Netté, reportage. Il est fréquent pour le public de se munir des ordonnances médicales auprès des pharmacies à la recherche des médicaments. Les pharmaciens indiquent que professionnellement, la vente des médicaments obéit à certains impératifs. Le docteur Oswald Habyarimana, spécialiste de la médecine interne, revient sur la nécessité de consulter le médecin avant d'acheter n'importe quel médicament. Pour qu'un médicament soit donné, comme il y a des études qui sont faites et qui font qu'il y a moins d'effets secondaires. Mais si quelqu'un n'a jamais pris un médicament, il ne peut pas savoir s'il peut avoir des effets secondaires. Les médicaments qu'un patient peut prendre sans nécessairement être donné par le docteur, disons, les antidouleurs. Si quelqu'un a des maux de tête, des maux de dos, des maux d'estomac, il peut à la pharmacie acheter les antidouleurs comme les paracétamol, les ibuprofène, diclofenac, aspirine. C'est un médicament qui diminue la douleur, mais ce n'est pas applicable pour tout le monde. Et chacun a ses propres médicaments qui lui est approprié dépendant de sa condition ou de sa condition préexistante. Le docteur Oswald indique par ailleurs que dans certains cas, il devient possible de se procurer des médicaments sans consulter à nouveau le médecin. Ces exceptions concernent surtout les maladies chroniques comme le diabète, les pathologies cardiaques et autres. Il ajoute qu'une mauvaise prise de médicaments ou la prise de médicaments non prescrits entraîne de mauvaises conséquences sur la santé. N'importe quel médicament donné par le personnel soignant a des effets secondaires, mais ces effets secondaires ne sont pas spécifiques à tel individu. Donc tout le monde peut avoir des effets secondaires des médicaments. Ces effets secondaires, il peut y avoir disons, allergies comme on peut une allergie quelconque, mais les allergies sont différentes. Ça peut être d'une façon insignifiante, minime, et ça peut être d'une façon grave, même jusqu'à être hospitalisé. Une autre complication, c'est que ça peut détériorer les organes internes comme les reins, les foies, l'estomac, le cœur, et ça peut aggraver les conditions préexistantes comme l'hypertension, les conditions du foie. Les recherches de l'Organisation mondiale de la santé montrent qu'une mauvaise utilisation de médicaments les rend de plus en plus inefficaces contre certaines maladies, telles que le paludisme, la tuberculose et autres. Netté Olive, télévision rwandaise. Le Rwanda intensifie la campagne de modernisation de l'habitat en installant la population des zones à risque dans des habitations décentes. C'est le cas notamment des résidents des villages Kangondo et Kibiraro situés en cellule Nyarutarama qui devraient jouir du village moderne de Busanza. C'est dans le district de Kicukiro en pleine ville de Kigali, comme nous le dit Patrick Nilidandi. Les familles relocalisées dans le nouveau village de Busanza se disent satisfaites de la qualité de leur nouveau logement et appellent les autres à ne pas prêter oreille aux fausses rumeurs. Je suis très content de ce que je trouvais ici. C'est complètement différent des rumeurs qui nous atteignaient, disant que le cadre des fenêtres était en contreplaqué et non en métal, ce qui n'est pas vrai du tout. Ils ont affirmé aussi que les maisons étaient petites, mais c'est assez spacieux ici. Les gens devraient juste venir ici et voir les maisons par eux-mêmes, et non pas seulement écouter les rumeurs. C'est la première fois que je vois ma maison et c'est génial. Rien à voir avec les rumeurs disant qu'ils n'ont pas d'intimité et qu'elles sont trop bruyantes. Les bruits sont réduits grâce aux matériaux de construction. Ce sont environ 500 familles qui étaient restées à Kagondo et à Kibiraro. Ils ont commencé à être relocalisés à Busanza et les réactions ont été très positives. Quand on nous a annoncé que nous devions déménager, nous nous sommes réjouis car ce sont des très belles maisons et nous ne craignons plus que nos habitations
puisse s'effondrer sur nous. Il y a de l'eau courante, de l'électricité, il y a aussi une facilitation en matière de transport, c'est vraiment très bien. Pas comme là où nous étions avant. Les routes sont asphaltées et pavées et nous n'avons pas à affronter la boue pendant la saison des pluies, comme vous pouvez le constater par vous-même. La différence, c'est incomparable. À Kagondo, c'est un quartier humide et c'est un terrain marécageux. Nous sommes chanceux d'être ici car les maisons ont de la plomberie et de l'éclairage intérieur. Ce sont des installations VIP et tout le monde devrait les savoir, surtout ceux qui n'ont pas encore déménagé. Ils devraient venir le plus tôt possible car nous sommes très bien lotis ici. L'éclairage public fait que la nuit, nous pouvons voir comme en plein jour. Avec le début de la saison des pluies, ceux qui étaient restés dans les zones à haut risque dans cette partie de Nyarutarama n'ont d'autre choix que de partir. Nous les exhortons depuis un certain temps déjà à déménager, alors que certains avaient commencé à le faire, mais ils ne semblaient pas se rendre compte de l'urgence jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir. Nous avons aidé près de 700 familles à partir et les 600 restantes ont également commencé à faire leurs bagages, réalisant l'état désastreux de leur maison après le début des averses. Nous voulons qu'ils soient tous à Busanza d'ici à dimanche pour la messe. Plus de 700 familles se trouvent maintenant dans le village moderne de Busanza avec ses routes pavées, ses terrains de jeu, son marché moderne et ses immeubles en appartements. La suite de ce journal, le Rwanda a accueilli cette semaine une délégation de la police républicaine du Bénin, une délégation qui était conduite par le directeur général de cette police, le général Soumaïla Alabi Ayaya. À cette occasion, les deux parties ont affiché la volonté de travailler étroitement et de renforcer les coopérations afin de lutter contre les crimes transnationaux et le terrorisme qui continuent de menacer la sécurité du continent africain. Pour en parler davantage, nous accueillons dans notre studio Akani Giresse. Vous êtes béninois d'origine. Bonjour monsieur, Jean Damascène. Bienvenue à ce journal. Merci. Et surtout, vous êtes au Rwanda dans le cadre du programme de la mobilité des enseignants, le programme de l'OIF. Oui. Et vous êtes volontaire de cette organisation internationale de la francophonie. Oui. Giresse, on parle de la coopération sécuritaire entre le Bénin et le Rwanda, avec la visite cette semaine de la délégation qui a été conduite par le directeur général de la police républicaine du Bénin. Mais avant de parler de ça, pour un Rwandais qui se trouve ici au Rwanda, à Kigali ailleurs, dans l'intérieur, présentez-nous brièvement le Bénin au point de vue développement. Qu'est-ce qui caractérise le Bénin? Merci monsieur Jean Damascène pour cette invitation. Le Bénin, déjà, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Il a comme voisin le Nigeria, le Togo, le Burkina, le Niger. Alors, pour répondre à votre question, le Bénin, depuis 2016, s'est véritablement engagé sur la voie du développement à travers 342 projets qui constituent des projets phares et structurants du programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Ces projets consistent à renforcer la base du développement économique et à moderniser le pays. Oui. Nous pouvons dire, entre autres, que le développement du Bénin aujourd'hui est bâti sur 3 piliers: le renforcement de la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance. Le deuxième pilier, c'est la poursuite du renforcement structurel de l'économie béninoise. Et le troisième pilier, c'est l'accroissement durable de la qualité de vie de la population. Oui. Et comme on parle de la coopération sécuritaire, quels sont les grands défis sécuritaires du Bénin globalement aujourd'hui? Le Bénin est confronté à 3 grands défis majeurs sécuritaires. Le premier, et le plus récent d'ailleurs, c'est celui des attaques terroristes dans la partie septentrionale, le nord du Bénin, auquel le Bénin fait face aujourd'hui. Il faut rappeler déjà que le printemps arabe en 2010-2011
avec la chute du président Kadhafi, a engendré des groupes terroristes qui ont commencé par sévir depuis une dizaine d'années dans le Mali, le Burkina et le Niger, pardon. Et ces groupes terroristes aujourd'hui étendent leurs actions sur la bande côtière du golfe du Guinée, et le Bénin, malheureusement, se retrouve confronté aujourd'hui à des attaques terroristes. Donc en fait, toute la région a été déstabilisée. Oui, exactement. Toute la région a été déstabilisée. Le Togo, la Côte d'Ivoire, toute cette zone aujourd'hui fait face à des attaques terroristes. Oui. Voilà. Et alors, face à ces défis sécuritaires, ces menaces terroristes, comment est-ce que le Bénin essaie de s'en sortir? Quelle est la coopération qu'il entretient avec les pays limitrophes, disons? Ok. Il y a déjà une bonne coopération entre les pays de la CEDEAO pour faire face à ces défis sécuritaires. Nous parlons par exemple de l'accord d'Accra. Le Bénin récemment a signé un accord avec le Niger pour toujours faire face à ce problème d'attaque terroriste. Il y a aussi des accords avec des pays européens comme la France, la Belgique, qui constituent notamment à des informations, le renseignement, des questions stratégiques pour faire face à l'avancée de ces indélicats terroristes. Et donc, avec cette coopération, on peut dire qu'il y a espoir que le pays sera pleinement sécurisé. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons. Il est normal que dans un pays, nous voulons la sécurité. Et donc, je pense que l'État béninois aujourd'hui met tout en œuvre pour garantir à sa population une bonne sécurité à travers ces coopérations entre les pays, puisque un seul État ne peut pas à lui seul jouer le rôle. Et le Bénin, aujourd'hui, qui n'est pas encore assez attaqué, doit se rappeler de ce qui s'est passé au Niger, au Burkina, et doit chercher des solutions pour prévenir. Donc il doit prendre ses dispositions. Exactement. Pour prévenir d'éventuelles attaques. Exactement. Et pour terminer, je laisse, on parle de cette coopération avec le Rwanda qui a une certaine expérience dans le maintien de la paix, dans la lutte contre ces grandes menaces à la sécurité. On peut parler notamment de l'intervention du Rwanda en Centrafrique et plus récemment encore l'intervention du Rwanda au Mozambique, oui, dans la province du Cabo Delgado. Est-ce que vous pensez que cette expérience du Rwanda peut apporter quelque chose de plus à ces efforts du Bénin? La réponse, elle est oui. Le Rwanda, déjà, il faut le noter, sur le plan des questions de maintien de la paix de l'ONU, les casques bleus, est l'un des pays les plus représentatifs. Le Rwanda, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, est présent en Centrafrique, au Mozambique, et a une certaine expertise, un certain savoir-faire qui lui permet de faire face à ces défis sécuritaires et d'apporter de très bons résultats. Donc si aujourd'hui le Bénin se tourne vers le Rwanda pour bénéficier de son expertise, de son savoir-faire, je crois que c'est une initiative à applaudir, à encourager et à saluer. Oui. Et merci beaucoup. Vous êtes au Rwanda comme volontaire de l'OIF. On ne peut pas terminer cette interview sans vous demander ce que vous avez déjà constaté après combien de temps encore? 2 ans bientôt. Après 2 ans. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain, brièvement? Ça change. Le français renaît au Rwanda. Les élèves aiment le français. Les enseignants sont ouverts à la formation. Le gouvernement prend des décisions pour encourager le retour de la langue française dans le système éducatif et dans tout le pays. Et nous sommes contents de participer à cette mission. Oui. Et justement, c'est un programme qui a débuté par le Rwanda et qui continue. Oui. Oui, le programme continue. Il y a le Ghana qui est en cours. Et je crois qu'il y aurait d'autres pays également. Qui vont suivre. Qui vont suivre. Oui. Akani Giresse, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Oui. Et bien sûr, vous restez avec nous pour suivre cet élément. Alors que se prépare le sommet de la francophonie prévu à Djerba, c'est en Tunisie en novembre prochain, nous allons bientôt vous proposer des points de vue des différents pays francophones sur les thématiques qui préoccupent l'Organisation internationale de la francophonie. Et pour commencer ce vendredi, nous vous proposons l'ambassadeur du Royaume du Maroc au Rwanda qui nous parle de la coopération de son pays avec l'organisation et comment surtout le Maroc apprécie les réalisations de cette grande famille francophone. Le Maroc soutient
la francophonie dans de nombreux domaines, tels que la formation, l'éducation, la culture, l'économie, la jeunesse, la femme, l'autonomisation des filles et des femmes. Le Maroc apporte un soutien total, non seulement à ces domaines, mais aussi aux réformes. Alors, par rapport aux réformes, la stratégie numérique qui a été lancée récemment, 2022-2026, est extrêmement importante. Donc le Maroc est activement impliqué dans cette nouvelle stratégie et dans d'autres transversales telles que la jeunesse, telles que l'économie, telles que l'autonomisation des femmes. Le Maroc apporte un soutien total aux réformes initiées par Madame la secrétaire générale dans le but de faire de l'organisation une institution très forte, moderne, en phase avec les changements à l'heure où nous sortons d'une pandémie qui a touché le monde entier, mais aussi pour le soutien à des pays de l'espace francophone en temps de crise et de paix. Également dans le domaine de la sécurité, la paix et la sécurité, le Maroc contribue activement à l'observation des élections et du suivi des élections. Dans le domaine économique, on a assisté récemment à une opération extrêmement importante qui a commencé par le Cambodge et le Vietnam en mars dernier et qui a donné d'excellents résultats. Donc l'OIF a organisé une mission comprenant des hommes d'affaires issus de pays francophones qui se sont déplacés dans ces pays et qui ont permis de nouer des liens commerciaux et d'affaires entre pays membres de la francophonie. Récemment, une opération similaire a été simultanément organisée au Gabon et au Rwanda. L'étape Rwanda était particulière puisque 270 hommes d'affaires rwandais ont été mobilisés et 100 personnes, 100 opérateurs issus de pays de la francophonie ont eu des contacts, des réunions, des rencontres, des B2B. Il y a eu des forums, il y a eu des discussions, il y a eu des débats et ça a permis de donner des résultats excellents. Je voudrais aussi évoquer une opération extrêmement importante qui est à l'origine une opération 100% rwandaise qui est le Muganda. Le Muganda, ce sont les travaux communautaires qui ont été pensés, mis en place depuis 2007 par son Excellence Monsieur Paul Kagame, président de la République, et Madame Mouchoukiabo a transposé cette opération à l'échelle de la francophonie et elle a organisé pendant un déplacement à Kigali une opération auquel les pays membres de la francophonie présents au Rwanda ont participé et c'est une idée qui devrait être appliquée à l'échelle de la francophonie pour la solidarité, pour l'entraide dans les pays. C'était là l'ambassadeur du Maroc au Rwanda et chaque semaine nous aurons une page qui sera dédiée à cet univers de la francophonie en préparation à cette conférence, à ce sommet, ce 18e sommet de la francophonie qui est prévu en Tunisie en novembre prochain. L'Institut national des statistiques au Rwanda révèle que le produit intérieur brut au second trimestre 2022 est à la hauteur de 7,5%. Le ministère des Finances et de la Planification économique indique que la production des cultures industrielles a augmenté alors que la production des cultures vivrières a diminué de 1%. Je vous propose de suivre les explications du ministre Ouzier Ndagijimana, ministre des Finances et de la Planification économique. Cette croissance est de 7,5%. Comparé à celle réalisée le trimestre précédent, janvier-mars, qui était de 7,9%. Secteur par secteur, l'agriculture a connu une croissance de 2%, l'industrie de 6% et les services de 12%. L'agriculture a connu une croissance modérée due aux aléas climatiques. L'industrie a
eu une croissance de 6%, comparé à une forte croissance réalisée l'année précédente et le même trimestre. Et les services ont connu une croissance encore plus élevée de 12%, surtout dans les sous-secteurs du transport, des hôtels et tourisme, ainsi que des secteurs financiers et télécommunications. Particulièrement, l'industrie touristique a connu une croissance très élevée de 193% pour ce qui est des hôtels et restaurants. C'est dû principalement à la reprise du tourisme et des conférences internationales. Et puis, le transport aérien a connu une croissance forte de 119%, tandis que le transport terrestre a connu une croissance de 13%. Le commerce de gros et de détail a connu une croissance de 17%. Et donc, c'est un secteur qui avait été fortement affecté par Covid, mais qui est actuellement en forte croissance. La région était un grand marché d'approvisionnement, mais aussi d'exportation. Donc, la demande dans la sous-région constitue un facteur, surtout pour ce qui est des exportations. Parlons sport à présent pour clôturer la page nationale. Gérard Bucher, l'ancien international français, a signé un contrat de 2 ans comme directeur technique national depuis ce vendredi. Cela intervient au moment où les instances dirigeantes du football au Rwanda intensifient les efforts pour relever le niveau du football dans le pays. Et dans une conférence de presse animée ce matin par les dirigeants de la fédération, ce nouveau directeur technique a parlé des principales priorités de son contrat. Je suis très heureux de travailler ici, mais je ne vais pas travailler tout seul. On va travailler en équipe et on va essayer de modifier ce qui est modifiable. On va essayer de garder ce qui est bien, on va le garder. Ce qu'on peut modifier, on va le modifier. Et ce qu'il faut changer des choses, on va le changer. La seule chose que je peux vous dire, pendant 1 an et demi, on va s'atteler sur 4 chantiers. Il y a les sélections nationales de jeunes. Il y a le football féminin, il y a la formation et il y a les championnats des catégories de jeunes. Ça, c'est les 4 grands projets qu'il faudra s'atteler à avoir pendant 1 année, au moins 1 an, 1 an et demi, plus la 5e, c'est monter la convention. La convention, ça va nous permettre d'avoir nos propres instructeurs et de pouvoir passer les CAF B, les CAF A comme on le désire, parce que pour le moment, on l'a pas. Donc on ne peut faire que des CAF D, des CAF C. Les CAF B, on ne peut pas, il faut avoir la convention. Mais bon, ça, c'est technique, on en parlera dans la réunion qu'on mettra au point pour la DTN. C'est tout ce que je peux vous dire, parce que on aura un rendez-vous que pour la DTN. Je pense que là, c'est le moment du sélectionneur et c'est bien comme ça. Et c'est ce point qui va clore cette édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, Jean Damascène Manichimwe, je vous remercie. Bonne fin de semaine à toutes et à tous.